Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour une petite session multicritique avec à la fois les derniers films que j'ai vus récemment et quelques anciens films. Quand je dis anciens, c'est plutôt anciens récents, c'est des films qui sont sortis pour la plupart en 2023. Je dis ça parce que dans la dernière vidéo critique Ciné en vrac qui n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette vidéo, je vous avais posé la question si ça vous dérangeait que je fasse des critiques de films un peu plus vieux justement. Donc, n'ayant pas eu encore les retours, vu que la vidéo n'est pas encore sortie, c'est pour ça que je me consacre uniquement, enfin plutôt sur les films qui sont sortis assez récemment. Et nous allons sans plus attendre commencer avec le premier film, il s'agit de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Je l'ai regardé surtout parce qu'il était nommé aux Oscars et comme je l'avais pas vu, c'était difficile pour moi d'établir un classement potentiel. Après, je vous cache pas que je suis pas très au point sur l'histoire des Missions Impossibles. J'ai vu le 1 et le 2 il y a de cela fort longtemps. J'avais vu le 4 ou le 5, je sais plus exactement, et j'ai donc vu celui-ci. Donc ne m'en voulez pas si je fais des erreurs dans les intrigues ou autres. Eh ben c'était long pour pas grand-chose en fait. Alors ouais, il y a de l'action, il y a du spectacle, il y a des explosions, il y a un gros casting, mais contrairement à Argyle par exemple, je me suis emmerdé par moments. Je trouve que ça traîne pas mal en longueur et très honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi le film dure 2h30 exactement et surtout, à la base, pourquoi il l'avait fait en deux parties. Parce que oui, paraîtrait-il que le film suivant ne sera pas une partie 2 mais aura un titre complètement différent. En tout cas, j'espère que si c'est aussi long le prochain film, ça traînera pas autant en longueur. Alors il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que ça se veut plutôt ancré dans le monde réel, sauf qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup trop grosses. Je sais que c'est un peu la marque de fabrique de cette saga, mais franchement, quand c'est trop, c'est un peu trop, faut le dire. Déjà que les courses-poursuites, elles sont bien longues, autant pour certains films, ça me dérange absolument pas. Mad Max Fury Road, par exemple, c'est littéralement le film entier qui est une course-poursuite. Le premier Tyler Rake, c'est un petit peu la même chose. Et pourtant, dans Mission Impossible, c'est juste quelques scènes, mais ça m'a paru hyper long par moment. Je vais prendre l'exemple de la course-poursuite qui se déroule en Italie. À un moment donné, c'est bon, quoi, on a compris le truc, surtout que, il y a des moments, c'est vraiment du ridicule. Ils te font des tours dans des ronds-points, mais c'était vraiment gaguesque, quoi, c'est vraiment le terme. À côté de ça, on a un casting qui globalement est plutôt bon, même si j'ai une petite réticence vis-à-vis de deux personnages. On a par exemple Pomme Clémentieff qui par moment a des crises totales de surjeu. Alors à la limite, la première et la deuxième fois, bon pourquoi pas, mais au bout d'un moment, on a compris quoi, c'est bon que quand tu conduis et que t'es en train de poursuivre les gentils, t'es là, c'est gaguesque, voilà. Et à côté, tu as le personnage qui est interprété par Hayley Atwell. Alors là, le problème, c'est pas le jeu d'actrice, c'est le personnage en lui-même. Elle prend quasiment systématiquement les pires décisions possibles et c'est quasiment tout le temps elle qui fout la merde. Donc, encore une fois, pour un film qui se veut ancré dans le monde réel, il y a plein de moments où ça n'a aucun sens les décisions qu'elle prend. Et ça, par exemple, c'est juste une excuse pour rajouter de la longueur au film, parce qu'il y a plein de moments où toute personne censée aurait pris une décision qui aurait évité une telle situation, et du coup, on aurait gagné 10-15 minutes facilement. Alors il y en a certainement qui vont me dire, oh oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'intrigue ni de sous-intrigue. J'ai envie de vous dire, certes, mais je déteste qu'on me prenne pour un con. Après attention, je râle un petit peu, mais ça reste un bon divertissement, c'est juste que c'est pas exceptionnel, mais c'est loin d'être une bouse, faut pas pousser non plus. Nous enchaînons avec le film Insubmersible qui était également en lice pour les Oscars 2024. Ça reprend l'histoire vraie de la nageuse, de l'athlète plutôt Diana Niad qui à l'âge de 60 ans a relié Cuba à la Floride entièrement à la nage sur une distance d'environ 160 km. Et ça vous voyez, c'était un très bon film, vraiment très cool, avec un très bon casting et une très bonne leçon de vie. Et bizarrement, j'ai pas plus de choses que ça à dire sur ce film. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'une femme de 60 ans qui, après 4 essais ratés, dont un où elle avait une vingtaine d'années, elle a réussi à faire cette traversée justement sur 160 km à la nage. Vous vous rendez compte de l'exploit? Alors j'ai lu que dans les journaux de bord des bateaux qui l'accompagnaient, il y avait environ 1 ou 2 heures pendant une nuit où il y avait des petites incohérences justement entre les rapports. Et il y avait également un petit couac au niveau de la balise GPS qui indiquait une vitesse de nage. C'est pas qu'elle était inhumaine, mais c'était quand même assez important par rapport aux conditions. Mais ça n'enlève clairement rien à l'exploit qui a été effectué et cette femme est un exemple de volonté. Et elle le dit d'ailleurs elle-même aussi bien dans le film que dans la vraie vie, peu importe l'âge, seul compte la volonté. Quand on veut, on peut. À côté de ça, on a toutes les séquences en mer qui sont vachement bien filmées. Ça met plutôt bien en évidence la difficulté du défi qu'il y avait à relever, même s'il y a certains points qui ont été modifiés pour rendre tout ça un petit peu plus épique, on va dire. Notamment au niveau des bateaux qui l'entouraient pendant sa traversée. Dans le film, on en voit un seul, mais en réalité, il y en a eu plusieurs et c'est complètement normal d'un point de vue sécurité. Le casting est très bon.
Encore une fois, je le redis, mais Jodie Foster, elle est vraiment géniale dans son rôle. J'aurais tellement voulu qu'elle remporte l'Oscar. Donc franchement, si vous n'avez pas peur des grandes étendues bleues ou de vous retrouver en pleine mer, eh ben je vous recommande fortement ce film. Et nous enchaînons avec Le Cercle des Neiges qui est également disponible sur Netflix. Et là, bah c'était vraiment la grosse claque quoi. C'est un superbe film qui retrace le désastre qui est malheureusement arrivé à l'équipe du rugby d'Uruguay en 1972. Leur avion s'était crashé dans la cordillère des Andes. À bord de l'avion, il y avait 45 personnes en comptant les membres de l'équipage et en comptant également les proches des joueurs. Et malheureusement, il y en a seulement 16 qui ont survécu. Il y a déjà eu plusieurs films qui ont traité de ce sujet, dont un qui est sorti en 1993 avec Ethan Hawke, c'était Les Survivants. Dans mes souvenirs, même si j'en ai plus trop, c'était pas trop mal. Je sais que l'histoire en elle-même m'avait assez marqué, le film en lui-même, sympathique on va dire. Et là par contre, alors la technologie et les nouveaux effets, le maquillage actuel et tout ça, ça doit certainement vachement aider, mais c'est un film qui est hyper marquant. C'est absolument criant de réalisme aussi bien dans les visuels que dans les panoramas qui nous sont proposés. Et le jeu des acteurs est juste excellent, et pareil, les différentes situations auxquelles ils sont confrontés, notamment les conditions climatiques, sont super bien reproduites. J'imagine même pas à quel point les 72 jours ont dû sembler être une éternité pour les survivants. Entre les variations de température de plus de 30 degrés, les blessures, les avalanches, le manque de ration qui va malheureusement les amener à faire ce qu'ils vont devoir faire. Il y en a qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, donc je ne spoil pas, mais je vous rassure, c'est pas un film d'horreur pour autant. Il y a beaucoup de choses qui nous sont suggérées, on a quelques visuels mais assez courts. Après, on n'a vraiment pas besoin d'avoir plus de visuels que ça pour sentir justement toute la détresse de la situation. C'est un film catastrophe anxiogène qu'on pourrait presque qualifier de huis clos. Un huis clos en montagne, donc c'est pour ça que je mets presque. Et je vous encourage une fois de plus très fortement à le voir, même si, attention, c'est certainement pas à mettre dans toutes les mains. Nous enchaînons avec un film qui est sorti tout récemment en salle, il s'agit de La Salle des Profs. Je vous rappelle rapidement le pchit. Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ces découvertes. Alors j'ai pas 50 000 choses à dire sur ce film, par contre ce que je peux vous dire, c'est que c'était un bon film. Le film est assez court, ce qui fait que ça a certainement aidé au fait que je ne me suis pas ennuyé. Je trouvais que l'histoire s'est déroulée de manière assez fluide. Et pourtant, c'est assez difficile d'en détailler un petit peu l'intrigue pour une raison qui m'échappe. Cependant, il y a quand même un point qui m'a énervé, mais c'est pas forcément uniquement pour ce film, ça concerne même plein de films. On s'est tous retrouvés à un moment donné face à un film où t'as un personnage qui va accuser un autre personnage devant une assemblée, ou même pas forcément, mais qui va accuser une personne en disant un gros mensonge. Et ce que je ne comprends pas, et ce que je n'ai jamais compris, et ce que je ne comprendrai jamais, hormis parce qu'il faut faire ça pour le scénario, c'est que la personne qui se fait accuser, soit elle ne dit rien du tout, soit elle répond, mais sans contester, alors que c'est juste un gros mensonge. Alors qu'elle pourrait juste nier ce qu'on est en train de lui dire. Donc je comprends pas, je le demande, pourquoi? Et je vous jure, c'est vraiment un truc qui m'a toujours gonflé dans les films parce que c'est pas réaliste et parce que ça n'a absolument aucun sens. Bref, c'était un tout petit coup de gueule, pas uniquement pour ce film-là, mais il fallait que ça sorte. J'imagine que le film est une critique du système scolaire en Allemagne, aussi bien pour le corps étudiant que pour le corps des enseignants. Même si, honnêtement, de ce que j'ai vu, ça pourrait très bien être une critique dans n'importe quel pays. À côté de ça, il y a un très gros travail, j'ai trouvé, au niveau de l'ambiance. À la fois au niveau du son, ça rend super bien. À la fois également au niveau de certaines scènes qui sont filmées de façon assez intelligente, je trouve. Et du coup, ça rend par moments un côté un petit peu thriller, alors que c'est pas vraiment comme ça qu'on nous le présente de prime abord. Alors il y a un petit point sur lequel je voudrais revenir, c'est la scène finale. Mais vraiment, quand je dis la scène finale, c'est vraiment la toute dernière séquence qui se passe, il me semble, au moment où le générique se lance. C'est assez court, mais c'est juste quand le générique démarre. Je n'ai absolument pas compris la symbolique de cette scène. Donc si quelqu'un peut me l'expliquer, je suis preneur parce que moi je suis totalement passé à côté, j'étais même là en mode ouais. Le casting, lui, de manière générale, est plutôt bon, que ce soit aussi bien les profs que les élèves. Et je trouve que c'est un film qui n'a clairement pas volé sa place en tant que nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur film international. Et donc, j'ai plutôt envie également de vous conseiller d'aller le voir. Nous enchaînons avec un film qui est également sorti tout récemment, il s'agit de Scandaleusement Vôtre. Little Hampton, 1920. Lorsque Edith Swan commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures, Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l'esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville, concernée par cette affaire, s'en mêle. L'officier de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête. Elle soupçonne que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de son époque. Eh ben, c'était plutôt sympa, j'ai globalement passé un bon moment devant, même si j'ai trouvé que le scénario était un petit peu simpliste. Mais on ne peut pas en vouloir aux équipes du film pour ça, parce qu'en fait, je ne le savais pas, mais ils ont réadapté une histoire vraie.
Et effectivement, après avoir fait mes recherches suite au visionnage du film, j'ai constaté qu'ils avaient repris globalement la même histoire dans les grandes lignes, notamment en gardant les mêmes noms pour les personnages. Après, ils ont fait quelques petits changements dans le déroulé. Nous allons commencer avec le casting qui est tout simplement excellent. Chaque personnage est vraiment traité avec un grand soin et ils ont vraiment chacun leur personnalité, même si ce sont des personnages par exemple qui n'apparaissent que 5, grand maximum 10 minutes à l'écran. Entre par exemple, je sais pas, le père tyrannique, la mère qui est complètement désabusée, la policière qui est en quête de justice, le policier qui lui est un débile profond, ou l'accusé par exemple qui va garder son côté justement je lance tout le temps des injures, même dans les moments qui sont censés être un peu plus tristes. À côté de ça, en plus, on a des situations comiques qui fonctionnent plutôt bien, je trouve. C'était hyper bien écrit de manière générale, aussi bien au niveau des dialogues qu'au niveau des différentes situations justement qui nous sont proposées. Tu sens directement, mais vraiment quand je dis ça, c'est vraiment tu le sens dans les 5 premières minutes, l'humour british qui nous est proposé, pardon, et c'est vraiment un régal. Et franchement, malgré son scénario, comme je le disais, qui est un petit peu simpliste dans le déroulé, je me suis vraiment amusé devant ce film et je me suis pas ennuyé une seule seconde. Parce que, même s'il se passe pas grand chose, eh ben il se passe toujours quelque chose en fait. Je reviens très rapidement sur le casting parce que je suis pas rentré dans le détail, mais je salue encore une fois la performance d'Olivia Colman qui est toujours au top, et Jessie Buckley pareil a fait vraiment un super travail. Après, le côté un petit peu pluie d'injures présent tout au long du film pourra certainement en saouler plus d'un. Honnêtement, ça n'a pas du tout été le cas pour moi, mais cela dit, je pourrais clairement le comprendre. J'en dévoile volontairement pas plus pour vous laisser le plaisir de la découverte parce que comme je le disais, l'histoire elle est assez simple donc il n'y a pas 50 000 choses à raconter non plus. Mais par contre, je peux vous encourager clairement à aller le voir vu qu'il est sorti tout récemment. Et nous terminons cette session multicritique avec un dernier film, un très très gros film qui est sorti également récemment. Il s'agit de Dune 2. Enfin, Dune deuxième partie, vous avez compris l'idée, hein. Petit rappel du pchit, Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Bon alors déjà, premier point, c'était moins plat que le premier film, et je l'ai préféré au premier film. Encore une fois, j'ai rien contre les histoires qui sont plates, mais dans le premier Dune, moi personnellement, malgré le fait que ce soit de la SF, ça m'avait dérangé un petit peu. Et comme ce deuxième opus il est moins plat, ça veut dire que théoriquement, il se passe plus de choses dedans. Et donc, c'était pour moi plus intéressant à suivre, même si je trouve encore une fois que c'était un petit peu trop long. Alors attention, je précise, je n'ai pas encore lu les livres, donc je ne suis pas apte à dire si y avait besoin de mettre autant de choses dans le film. Cela dit, je dois reconnaître que ça m'a quand même donné envie de lire le livre, donc je me le suis pris pour me faire mon propre avis. Maintenant, même si oui, c'était pas mauvais, on va même carrément oser dire que c'était plutôt bon, je vous cache pas que j'ai toujours du mal à comprendre l'engouement pour cette saga. Je vais être honnête avec vous, vous savez très bien que je dis toujours ce que je pense, je comprends pas pourquoi les gens sacralisent autant ce film, encore plus notamment que le premier. Ouah, chef-d'œuvre absolu de ouf, il va remporter tous les prix en 2025. Ouais, c'est ça bien sûr. Alors oui, Denis Villeneuve, il a fait un travail absolument incroyable sur l'aspect visuel. Oui, c'est un univers totalement atypique qui ne ressemble à aucun autre avec un côté un petit peu mystique. Oui, ils ont même réussi à rendre le jeu d'acteur de Timothée Chalamet plutôt intéressant à partir notamment, on va dire, de la moitié, voire du dernier tiers du film. Mais pour moi, je suis désolé, mais ça prend pas plus que ça pour autant. Je trouve ça globalement un peu trop long, et pourtant c'est pas encore fini. À côté de ça, au niveau du casting, je suis un petit peu mitigé aussi. Comme je le disais, je trouve pas le jeu d'acteur de Timothée Chalamet très passionnant dans la première partie du film. Je trouve que c'est un petit peu comme dans le premier, c'est-à-dire fade. Zendaya a en toute logique dans ce film un personnage qui est un petit peu plus développé vu qu'on la voit sur l'ensemble du film, contrairement au premier où on la voyait qu'à la fin. Mais pareil, je suis pas plus emballé que ça par le jeu et je vais être très honnête, leur relation, moi j'y crois, mais absolument pas du tout. On a Austin Butler à côté qui est vraiment pas mal dans son rôle. Et le reste du casting, globalement, je trouve que ça va. Après, malheureusement, comme je l'avais annoncé en regardant la bande-annonce, j'avais dit il y avait beaucoup d'acteurs et j'avais peur qu'ils aient très peu de temps de présence à l'écran. C'est exactement ce qui s'est passé pour certains. Je pense notamment au personnage de Florence Pugh et Léa Seydoux. Alors autant Florence Pugh, on la reverra forcément dans la suite parce qu'elle joue quand même un personnage assez important dans l'intrigue. Par contre, Léa Seydoux, j'ai envie de dire... pourquoi ? On la voit à tout casser allez on va être gentil, 3 minutes à l'écran, mais vraiment pour pas grand chose. Je sais pas, peut-être qu'on la reverra dans la suite, à voir. Après, visuellement, comme je le disais, c'est vraiment très réussi. Pareil au niveau de l'ambiance et au niveau du son, là par contre, j'ai vraiment pas grand chose à dire, c'est extrêmement propre. Par contre, quelques petites sensations amères vis-à-vis des scènes d'action, en tout cas certaines. Je pense notamment à un moment précis où tu as un combat entre deux personnages, tu sens qu'il y a de la tension entre les deux personnages, ils se regardent, ils se défient du regard, ils avancent tranquillement l'un vers l'autre. Tu sens clairement que ça va être le gros combat épique, genre le truc de ouf. Et franchement,
Si quelqu'un peut me chronométrer la durée du combat, dans mon souvenir, ça a duré 10 secondes. Mais à tel point que j'en ai vraiment pouffé de rire au moment où ça s'est produit. Après, si c'est comme ça que ça se passe dans le livre, j'ai envie de dire autant pour moi, mais faut peut-être penser à ceux qui n'ont pas lu le livre, et quand tu mets de la tension comme ça entre deux personnages, bah non, tu bâcles pas un combat comme ça, enfin, bâcler c'est peut-être pas le terme, expédier, si on peut dire bâcler et expédier, voilà. Bon, à côté de ça, j'ai certainement oublié de parler de plein d'autres choses, et j'en suis désolé. C'était pas un mauvais film, hein, attention, j'ai jamais dit ça, qu'on soit bien clair. C'est juste que pour moi, je trouve qu'on en fait un petit peu trop avec cette saga. Même moi qui suis par exemple un grand fan de science-fiction, et qui apprécie, on va dire, Le Seigneur des Anneaux, sans pour autant l'aduler clairement, quitte à choisir une saga avec des films longs, j'aurais plutôt tendance à orienter les gens vers Le Seigneur des Anneaux. Alors que je suis vraiment, comme je vous le dis, beaucoup plus science-fiction que fantastique. Oui, je sais bien que les sagas n'ont rien à voir, c'est juste que je compare justement deux sagas qui sont tirées de bouquins et qui sont des films assez longs. Et nous en avons donc terminé avec cette petite session multicritique. Alors même si vous aurez peut-être déjà répondu à cette question dans la vidéo critique précédente, n'hésitez pas à me redire également dans celle-ci, à me répondre en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse ou pas que je fasse également des critiques de films un peu plus anciens, ou est-ce qu'on reste globalement sur les films récents? En fonction de votre appréciation de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser une fois de plus un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Tant qu'à faire, n'hésitez pas également à la partager autour de vous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde!